RC1 vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme. RC Team, le spécialiste de l'automodélisme. Et BuzzRC.com, le shop officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC1. Au sommaire, la 4e et dernière manche du Grip Zero Challenge, une compétition de drift RC. Au sommaire, nous vous proposons également 2 essais, 2 nouveautés marquantes de cette fin d'année. Tout d'abord, le 8E RTR de chez Losi et le 180 CFX, un hélico qui succède au mythique Blade 130X. Enfin, nous vous proposons un entretien exclusif avec Renaud Savoya que nous avons rencontré. Renaud revient sur sa saison passée et s'est prêté au jeu du quiz RC1. Bienvenue. Dans le milieu de plus en plus ouvert du TT1 8e brushless, TLR a fait cette année une percée remarquable. Les 8 sont de plus en plus nombreux dans les stands et cette tendance devrait se confirmer la saison prochaine avec la signature de Jérôme Sartel au sein du team. Le 8E 3.0 est sans aucun doute le plus beau TT du marché. La qualité du kit est remarquable avec plein de petits raffinements qui font la différence. Le lancement de la version RTR avant les fêtes de fin d'année devrait permettre à la marque du groupe Horizon Hobby de réaliser le hold-up parfait en raflant la plupart des ventes dans cette catégorie. Le 8E RTR est livré avec une radio Spectrum DX2E, un cerveau suffisamment costaud et rapide de la même marque et un combo Dynamite de 1800 kV 220 ampères. Cette motorisation est le meilleur compromis possible et le plus performant sur la piste. Si la tendance était il y a quelques mois au gros moteur de 2200 kV et plus, les pilotes choisissent désormais des moteurs plus raisonnables qui permettent une meilleure maîtrise de la machine et qui ne dépassent plus les 2000 kV. Pour les contrôleurs, la mode est aussi à l'amaigrissement avec des ESC de 120 ampères qui suffisent amplement et qui sont plus faciles à caser sur les châssis que les mastodontes de 150 ampères. Pour contenir le budget du Ready to Run, TLR a utilisé les mêmes recettes que les autres constructeurs. Tour d'amortisseur et châssis en alu moulé, les bouchons des amortisseurs sont en plastique, tout comme les cales des cellules avant et arrière. Le reste est identique au kit de compétition et vous pourrez sans problème uploader dans le temps votre RTR pour en faire une vraie machine de course, tout en ayant étalé vos dépenses. Comme tous les modèles RTR du groupe américain, le 8E RTR est livré avec la fonction AVC. Cette aide au pilotage est interdite en compétition, mais redoutable d'efficacité en loisir. Elle permet d'avoir de belles trajectoires et une adhérence aussi efficace qu'avec des pneus de compétition. Si vous êtes allergique aux aides électroniques, pas d'inquiétude, l'AVC est déconnectable depuis l'émetteur. Pour cet essai, nous avons confié la radiocommande de notre 8E RTR à Célion, jeune pilote de talent qui a aussi eu la possibilité de le comparer avec le kit de compétition. Alors je le trouve franchement très bien. On voit que par rapport au Losi de compétition qui est à monter, ils sont pratiquement identiques. Alors le RTR il est très bien à piloter, il est vraiment sympa quand on commence, je pense que c'est un châssis exceptionnel parce qu'on a les avantages du compétition sur un châssis loisir. Ensuite, on a l'AVC qui est apporté à ce modèle, qui est vraiment une bonne aide pour le pilotage. Enfin, on s'en sert, on peut l'activer et le désactiver. Et après, ça peut aider pour la glisse. Enfin, c'est vraiment un bon avantage. En conclusion, on peut dire que pour quelqu'un qui veut commencer, qui veut débuter, donc s'il veut partir sur un bon châssis, il ne faut pas qu'il se pose de questions, il peut partir sur le RTR de chez Losi. Et parce qu'il est sûr de partir avec un bon châssis, il pourra se faire plaisir, il pourra rouler avec des personnes qui ont des châssis compétition. Et si le pilotage après est identique, on va dire, chez les 2 personnes, il pourra suivre. Donc c'est vraiment un bon châssis pour commencer. Et il peut même aller pour faire de la compétition.
Pour se lancer en TT un 8e brushless et profiter pleinement de la catégorie sans déboire, il faut compter un budget minimum de 500 à 600 € hors accu et chargeur. Dans cette gamme de prix, seuls le Cobra de chez Serpent et le MP9E Ready 7 de Kyosho sont à la hauteur pour rivaliser avec le 8. La 9e place de Jean-Christophe Sartel à la dernière Coupe de France avec un 8 RTR sorti de boîte pourrait bien convaincre les indécis. Nous ne doutons pas une seconde du futur succès commercial de cette machine. Et pour les fêtes, il y aura sûrement beaucoup de sapins sous les 8 RTR de Noël. L'attrait pour le Drift RC ne faiblit pas et le niveau du challenge Grip 0 augmente d'année en année. Nous nous sommes rendus le mois dernier à Rouen pour la finale de l'édition 2014 qui accueillait pour cette dernière manche des pilotes allemands, suisses, italiens et hollandais. La notation est de plus en plus difficile pour les juges. Pour gagner, les pilotes doivent tout donner et même parfois espérer un petit coup du destin pour monter sur le podium. Julien Boulanger, qui terminera 3e au classement général, nous explique pourquoi il drift et vous donne quelques conseils pour débuter. En fait, moi je suis venu au RC Drift parce que je pratique le drift à échelle réelle. En fait, c'est une sorte d'exutoire. Quand on peut pas aller sur circuit, bon voilà, je viens rouler avec les amis. C'est quelque part, c'est la même passion, la même alchimie, mais en modèle réduit. Voilà, tout simplement. Et le drift, j'y suis venu tout simplement parce que j'ai assisté à une représentation des Anglais au Paris Tuning Show en 2008 et j'avais adhéré au concept. C'est de la glisse, c'est beau, on cherche pas un chrono. C'est du fun, on s'amuse, la preuve aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est regarder énormément de vidéos de ce qui se passe en réel, puisque notre discipline, c'est de mimer le réalisme du drift. Donc le RC Drift, c'est d'abord ça. Ensuite, ce serait, dans un premier temps, de maîtriser la voiture dans l'espace. Ensuite, ce serait de jouer au niveau des rapports de différentiel et surtout d'avoir un différentiel bloqué à l'arrière et une roue libre à l'avant. Ça facilite énormément les mouvements de la voiture et le contrôle de la voiture. Côté châssis, Yokomo semble faire l'unanimité en étant la marque la plus représentée. Et si dans les mois à venir, la tendance concerne l'utilisation de châssis propulsion, comme en grandeur, actuellement il n'y a pas de grande évolution technique, tout n'est qu'une question de réglage. Alors au niveau de la batterie, en fait, j'ai plusieurs points de fixation qu'on peut voir ici. En fait, j'ai 3 crans pour pouvoir déplacer la batterie. Je l'ai mis au plus en arrière afin de faciliter la répartition du poids, à savoir que j'ai 60% du poids qui se trouve à l'avant, dû au moteur. Donc pour contrebalancer, en fait, j'essaie de mettre la batterie au maximum à l'arrière. La flexion, en fait, permet, en plus du travail des suspensions, de pouvoir faire travailler le châssis. Et le travail du châssis, pour pouvoir enrouler les virages, c'est important. C'est limite essentiel. Quelque chose qu'on ne peut pas avoir au niveau du plastique, parce qu'il va réagir en fonction des températures. S'il fait chaud, il sera plus mou. S'il fait froid, il sera trop rigide. J'ai inversé les amortisseurs puisque sur ce modèle, en fait, comme on a le moteur à l'avant, le constructeur avait décidé de mettre des ressorts plus durs à l'avant pour contrebalancer le poids du moteur et des ressorts au contraire
voire même à l'extrême, très très souple pour pouvoir avoir une assise et une stabilité plus grande. Alors moi, je préfère une conduite un peu plus agressive, je préfère aller au contact de mon adversaire. Donc j'ai décidé d'inverser les ressorts et de modifier la tension de ces ressorts, ce qui me permet d'avoir en fait une aisance au niveau du comportement de la voiture. Elle est un peu plus prévisible. Les organisateurs ont créé pour cette dernière manche un circuit plus technique, un tracé exigeant qui demandait aux pilotes une gestion très précise des gaz et du frein et un très bon choix de trajectoire. Cette année, c'était très difficile. La piste demande un bon niveau et de bons réglages. Le niveau des pilotes est très bon, comme on peut le voir. Le niveau ici est très élevé. Bien sûr, il y a des débutants, mais le niveau des 16 premiers est vraiment bon. Un des meilleurs en Europe. J'aime drifter parce que c'est un sport communautaire. C'est quelque chose que l'on fait ensemble. Il y a de la compétition sur la piste, mais c'est très amical dans les stands. On s'entraide et on est content quand les autres font de bons runs. Pendant la course, c'est très sérieux, mais drifter, c'est fun. Il y a de la compétition, mais c'est fun. Les meilleurs pilotes de drift sont japonais, j'y suis allé l'année dernière. Et ils ont 200 pistes, circuits entièrement dédiés au drift. Ils roulent plus par week-end, de 2 à 3 fois. Ils sont très bons. Ils s'entraînent jusqu'à la perfection. Ce sont de loin les meilleurs au monde. Bien meilleurs qu'ici, mais nous essayons d'atteindre le même niveau. À l'issue du 4e et dernier round, c'est Nuno Vieira qui remporte le Challenge 2014 au classement général. Un peu à l'image de sa discipline, le pilote du team Stapam ne se prend pas au sérieux et avoue avec simplicité préférer le pilotage plutôt que les réglages. Si, par rapport à l'année dernière, j'ai un autre châssis. Les répartitions des masses, c'est pas les mêmes, mais bon, le ressenti, c'est le même. En fait, moi, au niveau de réglage, je suis pas le meilleur à vous répondre ça. Si on n'a pas les doigts qui vont avec, ben, on fait rien. Les organisateurs espèrent pouvoir faire perdurer l'événement dans le temps et organiser l'édition 2015 du Grip Zero Challenge. Nous leur apportons tout notre soutien, nous les félicitons pour leur professionnalisme, tant sur le plan opérationnel que marketing. Nous vous laissons maintenant en compagnie de David Pléchaud pour un tour de circuit commenté. Et pour conclure sur un bon mot de culture, la facilité, c'est le talent qui se retourne contre nous. Donc c'est parti, j'attaque le premier virage, je suis mi-gaz, j'essaye d'imprimer mon châssis, je vais aller prendre le premier clip, le deuxième clip, coup de frein, je vais me relancer, je me place pour le troisième, je fais un kiss the wall, je remets le coup de frein, un petit coup de frein dans la dernière et je vais chercher le dernier clipping et j'enroule le dernier virage. Nous avons rencontré il y a quelques jours Renaud Savoya sur la piste privée que nous vous avions présentée il y a 2 mois dans RC1. Le top pilote français est venu rouler un dimanche en toute simplicité avec les pilotes amateurs locaux. Disponible, accessible et volontaire, Renaud est aussi exemplaire sur la piste que dans la vie. Pour RC1, il a accepté de revenir sur sa saison passée après nous avoir donné ses impressions sur cette très belle private track.
Alors j'avais vu beaucoup de photos, on m'en avait énormément parlé, je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment digne des plus belles pistes qu'on peut voir aujourd'hui, autant aux États-Unis que partout dans le monde. Bon, il faut que ce soit plus connu maintenant pour qu'on puisse avoir des beaux événements ici, mais en tout cas c'est un superbe travail réalisé par les quelques personnes, parce qu'il faut le dire, ils sont 3 je crois, 4 à travailler sur la piste. Et non, vraiment les appels de boss sont bien faits, la terre est aussi vraiment exceptionnelle, donc que du bonheur. Ça peut donner des idées aux présidents de club d'avoir des pistes en France avec des boss. Ah, nous on fait que le demander, hein. C'est vrai que si ça pouvait inspirer les présidents, les ligues même, ou même la fédération, parce que des fois elle est un petit peu réticente à ce genre de piste. C'est vrai que pour débuter c'est pas le plus simple, mais une fois qu'on arrive à s'adapter aux conditions de piste avec les jumps, on va sur n'importe quelle piste, ça sera facile. Les Américains y arrivent, je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. On passe maintenant, on arrive en fin d'année, un premier bilan de cette saison. Les Worlds se sont terminés il y a quelques semaines, un bilan quand même mitigé pour les Français. Ton bilan sur cette saison qui s'achève? Mon seul point où j'ai pas été très content cette année, c'est que j'ai eu énormément de problèmes techniques, beaucoup de soucis électroniques parce que j'avais des cerveaux qui étaient pas tout à fait au point. Donc je suis repassé avec les fûts à bas aujourd'hui, plus de problèmes. Malheureusement, ça m'a coûté quelques courses comme la Néo où j'aurais dû faire le podium, j'avais fait la pole. Sans ça, au global, ça a quand même été une très belle saison. C'est vrai que j'ai fait des beaux podiums à la Dirt, premier européen à être sur le podium de la Dirt, donc c'était un très beau résultat. La pole à la Néo, ça aurait dû faire podium au championnat d'Europe aussi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est des très bons résultats et petit à petit, je reviens à mon meilleur niveau après quelques mois difficiles il y a 2 ans. Donc je suis plutôt content quand même de ma saison, même si à l'international, j'aurais quand même pu faire mieux avec un petit peu plus de chance. Renaud est-il aussi à l'aise sur les enchaînements de boss que sur les questions piégeuses? Pour le savoir, nous l'avons soumis au RC1 Quiz. On commence très facilement, thermique ou brushless? Je dirais thermique, parce que j'ai fait ça depuis 22 ans maintenant, quelque chose comme ça. Le brushless, ça me plaît beaucoup. Quand je vois des journées comme aujourd'hui, pas besoin de mécano, le dimanche on pose la voiture sur la piste, on se prend pas la tête et c'est vrai que c'est agréable. Donc ça va peut-être devenir quelque chose qui va me plaire de plus en plus. Sweep ou AK? Je vais pas dire Joker, Sweep évidemment. X-Ray ou Hot Bodies? Joker. Agama ou TLR? Pour la beauté de la marque et de la voiture, je dirais TLR. RC Mag ou Red RC? Plus international, Red RC. Pierrefeu ou Montpellier? Je veux pas me mettre personne à dos, je dirais Pierrefeu. Et pour terminer, juste simplement, nous parler un petit peu, la saison de 10e va attaquer. Est-ce qu'on aura l'occasion cette année encore de te voir en un 10e TT Indoor? Oui, alors c'est le but. Malheureusement, l'iOS est tombé ce week-end, le premier. Je ne me sentais pas tout à fait prêt encore pour pouvoir aller jouer avec les meilleurs pilotes mondiaux à ce moment-là. Évidemment que je vais faire la saison indoor électrique. Par contre, les dates n'ont pas l'air de coïncider particulièrement. Je crois qu'il y a un championnat de France thermique qui tombe en même week-end. Il va peut-être y avoir le warm-up et les nitro de l'Euro. Donc possiblement, je vais faire qu'une manche sur les 4. Mais après, il y aura le championnat de France électrique, championnat d'Europe électrique, championnat du monde. Donc oui, ça va faire une belle saison en élec aussi. Ouais. Nous souhaitons à Renaud plein de succès pour cette prochaine saison qui s'annonce particulièrement chargée. Depuis plusieurs années, le Bled 130X est la référence dans le domaine des petits hélicos à pas collectif capables de réaliser des figures 3D. En lançant le 180 CFX, la marque américaine espère bien conserver son leadership dans cette gamme de produits et de pousser la perfection encore plus loin. Si la taille est proche du 130X, ce nouvel hélico est complètement différent et plus proche dans sa conception d'un modèle de type 700. La géométrie de la tête de rotor a été optimisée pour avoir un fonctionnement du cyclique souple et efficace. Le 180 CFX bénéficie de nouveaux cerveaux Spectrum, des petits cerveaux digitaux précis, costauds et très rapides.
Le châssis en carbone accueille un moteur de 5800 kV et un contrôleur Castle Création de 15 ampères. Le récepteur DSMX est équipé de la stabilisation AS3X qui assure aussi, et c'est une nouveauté, la pyrostabilisation. L'hélico reste ainsi à plat sur les rotations avec l'anticouple et lors des pirouettes en cercle par exemple. Le tube de queue est en aluminium et abrite un arbre de transmission guidé par roulement. Pour faire voler cet hélico en version prête à binder, une radio Spectrum compatible DSM2 ou DSMX est nécessaire, ainsi qu'un chargeur pour l'accu LiPo de 3S 450 mAh fourni. Pour tester ce petit hélico, nous avons volé sur un terrain de foot de 600 m² et nous avons confié les commandes à quelques pilotes de 3D. Après l'essai de ce 180 CFX, nous pouvons dire que la puissance de cette machine est largement suffisante grâce au combo brushless et à l'utilisation d'une batterie LiPo de 3S. Les servos sont extrêmement précis, il y a moins d'effets parasites sur les commandes. Enfin, par rapport au gabarit de la machine, nous avons trouvé qu'il avait suffisamment d'inertie sur les trajectoires. En conclusion, et pour le comparer au 130X, on peut dire que le 180 CFX fait un petit peu moins cheap que son prédécesseur. Il est beaucoup plus précis et nous avons beaucoup apprécié son inertie sur les trajectoires. Enfin, son prix reste très abordable puisqu'en version BNF, le 180 CFX est proposé à 289,90 €. Ce numéro de RC1 est terminé. Rendez-vous dès maintenant sur notre page Facebook officielle pour suivre toute notre actualité et retrouver les produits essayés sur buzzrc.com, la boutique officielle de RC1.